Bonjour. On va revenir à l'histoire aujourd'hui, puisque je vais vous parler de l'histoire des Celtes, ce qu'on connaît de leur origine, de leurs croyances, de leur culture. Et ce voyage dans le passé va nous emmener plusieurs milliers d'années en arrière. Alors je vous invite à vous installer confortablement, à mettre vos écouteurs, et on part immédiatement. Un problème pour parler des Celtes, c'est qu'on rencontre assez vite un certain nombre d'idées reçues, de confusions et d'erreurs à leurs propos qui sont répandues dans la population. Déjà parce qu'on les connaît finalement encore assez mal. On les connaît à travers des chroniques laissées par les Grecs et surtout les Romains. Mais c'était un regard extérieur et souvent un peu méprisant posé sur eux, puisqu'ils étaient considérés comme une peuplade barbare qui avait été soumise par Rome. On les connaît aussi par l'archéologie, qui a commencé à prendre de grandes proportions au XIXe siècle. Mais parallèlement, l'histoire des Celtes a été récupérée ou convoquée par des nations européennes et certaines régions pour se donner un récit national en faisant remonter les origines aux Celtes. Je pense que vous avez déjà entendu cette formule, nos ancêtres, les Gaulois, qu'on enseignait jusqu'à il y a peu de temps, peut-être qu'on continue d'ailleurs, qui est une formule qui n'est pas fausse, dans la mesure où la France était au centre du monde celtique, avant la conquête romaine, mais qui est en même temps arbitraire, puisqu'il y a eu avant et après beaucoup d'autres vagues de migration qui ont donné naissance à la France moderne. Et cette identité celte, on la retrouve encore plus présente dans des régions qui ont été romanisées ou christianisées plus tardivement, par exemple en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles, en Bretagne. Et ces régions se définissent encore aujourd'hui comme ayant des racines celtiques. Comme on touche à des questions d'identité, le sujet est tout de suite un peu délicat ou controversé. Parallèlement, il y a aussi beaucoup de clichés ou d'idées reçues sur les Celtes qui sont rentrés dans la culture populaire. Par exemple, beaucoup pensent que un site comme Stonehenge ou les alignements de mégalithes, comme les menhirs, qu'on trouve un peu partout en Europe, mais en particulier dans certaines régions comme la Bretagne, ont été construits par les Celtes, alors qu'ils sont en fait beaucoup plus anciens, et ils ont été construits par des prédécesseurs des Celtes qui ont été ensuite colonisés, se sont mélangés avec une autre vague de migration, et sur ce terreau est apparue plus tard la culture celte. Alors d'où viennent les Celtes et comment ils sont apparus? C'est un peuple qui, au moins partiellement, est d'origine indo-européenne. Que sont les Indo-Européens? Ce sont un ensemble de peuples venus très probablement de l'Est de l'Europe. La théorie qui est généralement admise dans la communauté scientifique, mais elle reste sujette à caution, c'est que
les Indo-Européens sont originaires de l'Est de l'Ukraine, du Sud de la Russie, et qu'il y a 4000 ou 5000 ans, ils ont commencé à migrer dans différentes directions et ont notamment peuplé une très grande partie de l'Europe. Des peuples comme les Grecs, les Latins, qui vont s'installer en Italie, les Celtes, les Germains, les Slaves, les Scandinaves, seraient d'origine indo-européenne et auraient, en vagues successives, pendant des siècles, migré vers l'Europe. Les Indo-Européens auraient aussi migré vers d'autres régions, vers l'Asie centrale, où ils se seraient maintenus pendant des siècles également, avant de disparaître comme peuple ou culture autonome sous l'effet d'invasions mongoles et chinoises. Ils sont également allés au Moyen-Orient, peuplant une partie de l'Iran, de la Perse, et jusque dans le nord de l'Inde, d'où ce nom de Indo-Européen. Et c'est au XIXe siècle qu'on a commencé, à partir de l'étude des langues, à retracer, à connaître, même de façon très imprécise, l'histoire de cette migration. Mais avec là aussi des éléments idéologiques qui sont venus compliquer les choses, puisqu'au XIXe siècle on est en plein dans l'élaboration de théories raciales et différentes théories considérées totalement fantaisistes aujourd'hui, comme les théories nazies ou certaines théories racistes, s'appuyaient sur cette origine indo-européenne, supposément supérieure, qui aurait été la clé ou la source de la civilisation. Et d'ailleurs, pas seulement en Europe, encore aujourd'hui en Iran ou dans certaines parties de l'Inde, certaines populations tirent une fierté ou une forme de sentiment de supériorité de cette origine indo-européenne. Alors qu'il y a au moins deux raisons de relativiser les choses. La première est que quand les Indo-Européens ont migré, notamment vers l'Europe, ils n'ont pas découvert une terre vide qu'ils auraient occupée. Ils ont rencontré des régions déjà peuplées, ils se sont mélangés avec les populations locales, ayant un impact culturel, linguistique assez important et donnant naissance à des civilisations comme la Grèce, comme Rome, comme les Celtes. Mais ces civilisations ont été aussi le produit de la rencontre avec des populations déjà installées. Et aussi parce qu'il est bien sûr arbitraire de faire remonter au début de la migration indo-européenne, il y a seulement 4 ou 5 000 ans, l'origine des civilisations. Quand commence cette migration, la civilisation égyptienne ou en Mésopotamie, la civilisation de Sumer a déjà commencé à fleurir et les Indo-Européens vont avoir des contacts avec ces civilisations qui ont atteint un degré d'évolution ou de complexité plus important, adoptant parfois leur langue, leur système d'écriture. Donc la civilisation autour de la Méditerranée ou en Europe a aussi résulté de cette rencontre entre les Indo-Européens et d'autres groupes ethniques et linguistiques. Et également parce que l'humanité ne date pas d'il y a 4 ou 5 000 ans,
elle est beaucoup plus ancienne, et donc avant que les Indo-Européens ne partent de ce foyer qui est à l'est de l'Europe, ils y sont arrivés, on ne sait pas exactement d'où ni comment, mais il serait arbitraire de faire démarrer cette histoire à partir de la migration indo-européenne, puisqu'elle est elle-même la suite d'autres migrations. Alors pour en revenir aux Celtes, ce qu'on sait, c'est que les Celtes sont le produit d'une vague de migration indo-européenne qui s'installe en Europe avec un cœur de cette culture celte qui serait apparue au deuxième millénaire avant Jésus-Christ pour connaître un épanouissement et un âge d'or au premier millénaire avant Jésus-Christ. Le cœur de cette civilisation celte étant situé en Europe centrale, le sud de l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'est de la France, et à partir de ce cœur, les Celtes auraient connu une influence culturelle, auraient colonisé d'autres régions, s'étendant jusqu'en Espagne, sur les îles britanniques, vers l'est, dans les Balkans, apportant avec eux des techniques, des langues un peu différentes mais apparentées, des systèmes religieux et un système d'organisation de la société commun à tous les Indo-Européens qui consiste en une division des fonctions dans la société en 3 ordres ou 3 groupes sociaux. Une fonction politique et militaire détenue par des chefs de clans, des chefs de tribus et une petite classe qu'on peut assimiler à une forme de noblesse. Une fonction sacrée ou religieuse qui était dans les mains des prêtres, les druides, qui étaient des intermédiaires entre les hommes et les dieux et les esprits, et une fonction productive rassemblant tout le reste de la population, agriculteurs, artisans, commerçants. Ce monde celte n'était pas organisé politiquement de façon très structurée, il n'y avait pas de grands États, mais plutôt une collection de tribus, de clans, vivant dans des villages et de petites villes. Il y aura quand même, dans les derniers siècles de la culture celte, de gros villages ou de petites villes. Donc on voit un phénomène de type urbain apparaître dans le monde celte. On voit aussi des relations commerciales assez intenses apparaître à l'intérieur du monde celte et vers l'extérieur, avec les Grecs, avec les Romains. On a retrouvé de nombreux produits qui étaient échangés, des produits d'artisanat, du vin, des bijoux qui étaient achetés par les Celtes et vendus par eux à des civilisations extérieures. Mais cette ère culturelle des Celtes n'était pas organisée comme un État ou comme un empire. C'était véritablement une collection de tribus avec des tribus et des peuples qui eux-mêmes étaient assez distincts. On en a un bon exemple en Grande-Bretagne. Il y a une première vague de peuples celtes qui s'installent, qui colonisent les îles britanniques, notamment un peuple comme les Pictes, et plus tard, au 7e siècle avant Jésus-Christ, un autre
les Britons, va envahir à son tour la Grande-Bretagne, repoussant les peuples déjà installés, qui étaient eux aussi considérés comme celtes, vers l'Écosse et les marges de la Grande-Bretagne. Donc à l'intérieur de ce monde celte, on a aussi des vagues de migration, différents peuples qui ne sont eux-mêmes pas centralisés, qui s'étendent. Les Celtes n'avaient pas d'écriture, la culture était orale essentiellement, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé de chroniques ou de textes qui permettraient de savoir comment eux-mêmes se représentaient, si bien que les seuls textes contemporains qu'on connaisse sont d'origine grecque et romaine. L'archéologie également nous permet de savoir comment les Celtes vivaient, et on constate que même s'ils n'avaient pas un système politique aussi complexe, élaboré que les Grecs et les Romains, même s'ils n'ont pas eu de réalisation architecturale aussi spectaculaire, ils avaient atteint un degré de civilisation assez élevé pour l'époque. Ils avaient déjà une très bonne connaissance des métaux, et d'ailleurs le passage de l'âge de pierre au passage de l'âge du bronze et du cuivre autour de la Méditerranée et en Europe coïncide avec les migrations indo-européennes et l'émergence de la culture celte. Au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, on passe à l'âge du fer, et dans la métallurgie, les Celtes vont exceller. Ils fabriquaient des armures, des outils, des armes qui étaient tout à fait comparables, voire supérieurs en qualité à ce que les Grecs archaïques ou les premiers Romains en Italie pouvaient réaliser. Les Celtes étaient également polythéistes et croyaient en un grand nombre d'esprits, de dieux, qu'on retrouve d'un groupe à l'autre du monde celte, et les intermédiaires, les prêtres de cette société étaient les druides, qui avaient également un rôle politique très important. À tous ces dieux, il fallait faire régulièrement des offrandes. Pour les morts, il y avait un culte qui était mis en place, ou du moins des cérémonies mortuaires assez élaborées. On a retrouvé des tombes où des gens importants, des notables du monde celte, étaient entourés de leurs possessions personnelles qui étaient enterrées avec eux, et ces tombes ont aussi contribué à la connaissance des Celtes, et les druides étaient au centre de l'organisation de cette vie religieuse et spirituelle. Les offrandes aux dieux incluaient des sacrifices. Les sacrifices humains étaient possibles, même s'ils n'ont jamais été répandus à très grande échelle chez les Celtes. Mais pour les Romains ou les Grecs qui ont eu connaissance de ces pratiques, c'était évidemment un aspect de la culture celte qui faisait pour eux des Celtes des barbares. Vous savez que ce terme de barbare, qui est d'origine grecque, était le nom que les Grecs donnaient à tous les peuples étrangers, et il a acquis, par une forme de xénophobie, une dimension assez péjorative par la suite. Barbare veut aussi dire inférieur ou sous-développé, sauvage, et c'était en partie comme ça que les Celtes ont été perçus, mais également avec une certaine crainte
parce que jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Celtes étaient très proches des Romains notamment et constituaient une menace pour eux. Le nord de l'Italie était peuplé par des Celtes, la plaine du Pô, et en 387 avant Jésus-Christ, il y a même eu une invasion et un pillage de Rome par des Celtes, alors justement que la puissance romaine était en train de commencer à émerger. Les réalisations des Celtes en termes d'artisanat dépassent largement la métallurgie. Il y a aussi un travail du textile, de la pierre, du cuir, du verre, qui était assez élaboré, et un savoir-faire des artisans qui était remarquable pour l'époque, et également une production artistique qui séduit beaucoup aujourd'hui par sa simplicité et en même temps la complexité de certains motifs, notamment ces motifs entrelacés qui font partie un peu de l'iconographie habituelle des Celtes. Et cet art raffiné fait partie des témoignages du côté brillant que pouvait avoir la civilisation ou la culture celte de cette époque. Mais justement, l'organisation politique très fragmentée, très dispersée des Celtes va être pour eux une source de grande faiblesse, parce qu'ils se battent entre eux et également ils sont en position délicate face notamment à la montée des Romains. Et à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, alors que la culture celte connaît une forme d'âge d'or, les Celtes vont commencer à reculer face aux civilisations extérieures. Au IIIe siècle, ils vont être battus et repoussés dans les Balkans par les Macédoniens. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains commencent à conquérir les terres des Celtes. Ils annexent la péninsule ibérique où une partie des populations considérées comme celtes étaient installées. Ils envahissent le sud de la Gaule. La Gaule, à cette époque, telle que définie par les Romains, était vraiment le cœur du monde celte. C'était un territoire qui représentait toute la France actuelle, plus la Suisse et la Belgique. Et les Romains vont conquérir au IIe siècle avant Jésus-Christ le sud de la Gaule, une région qu'ils appelaient la Narbonnaise, et commencer à coloniser culturellement cette région, repoussant les Celtes vers le nord et vers l'ouest. Au 1er siècle, les Romains, et notamment avec les campagnes de Jules César, vont véritablement submerger le monde celte. Entre -58 et -50 avant Jésus-Christ, Jules César lance sa campagne de Gaule et conquiert toute la Gaule, malgré les tentatives de résistance des Celtes ou des Gaulois, le nom qui leur était donné par les Romains. Il y aura des tentatives d'union, notamment autour de ce chef, Vercingétorix, qui va essayer de résister aux Romains, mais face à la supériorité militaire, à l'organisation des légions romaines, les Celtes sont incapables de résister, et donc la Gaule va être entièrement conquise et pacifiée. Et en -54, Jules César conquiert également la Grande-Bretagne, du moins une grande partie de la Grande-Bretagne,
puisqu'il ne va pas aller jusqu'au nord, jusqu'en Écosse, repoussant finalement les foyers celtes indépendants aux limites de l'Empire romain, en Écosse, en Irlande, dans une certaine mesure au Pays de Galles, et dans cet espace désormais rattaché à l'Empire romain, une forme de latinisation, de romanisation va commencer, donnant naissance à une culture issue du mélange entre les traditions celtes et l'apport romain. Donc dans une très grande partie du territoire français, belge, suisse, apparaît une culture qu'on appelle gallo-romaine, qui emprunte beaucoup à la culture romaine, qui par son côté très attirant pour les Gaulois, va peu à peu remplacer la culture celte, et notamment au niveau linguistique, puisque les langues celtes vont au fil des siècles s'appauvrir, être de moins en moins parlées et être remplacées par le latin ou par une nouvelle langue issue du mélange avec le latin dans les milieux populaires. Cette latinisation va être beaucoup plus superficielle en Grande-Bretagne, et par exemple les Britons vont garder un langage beaucoup plus celte que les Gallo-Romains qui occupaient la Gaule, jusqu'à ce que dans les dernières décennies de l'Empire romain commence la phase de christianisation à grande échelle de l'Europe, et le christianisme arrive dans toutes ces régions occupées par l'Empire romain. La christianisation continuera après la chute des Romains au 5e siècle, et là encore va affaiblir et faire généralement disparaître les croyances des Celtes en s'y substituant, mais aussi en récupérant parfois certains aspects, certaines fêtes religieuses des Celtes, par exemple la Toussaint, Halloween, est une fête du calendrier chrétien qui est basée sur le calendrier celte, et même si c'est aujourd'hui sous une forme très différente et avec une signification qui n'emprunte plus aux croyances des Celtes, c'est une forme de survivance de cette culture et de cette religion. Maintenant, la latinisation et ensuite la christianisation vont être différentes d'une région à l'autre. En particulier, les régions les plus éloignées vont connaître un changement culturel beaucoup moins prononcé, beaucoup moins brutal, et c'est pour ça que certaines régions vont garder une coloration, une langue de type celte, même si elle continue à évoluer par la suite jusqu'au Moyen-Âge. Et parmi ces régions, il y a bien sûr la Bretagne, et notamment l'ouest de la Bretagne, la moitié ouest, puisque la partie est de la Bretagne, ou du duché de Bretagne, qui apparaîtra au Moyen-Âge, est elle beaucoup plus latine ou romane, alors que la partie occidentale garde une tradition d'origine celte plus importante et une langue qui reste très vivante jusqu'à ce qu'elle décline régulièrement jusqu'au XXe siècle. La population ou les racines celtes de la Bretagne viennent à la fois des populations celtes qui étaient installées depuis des siècles, et aussi d'une deuxième vague de migration venue cette fois de Grande-Bretagne, puisque à la chute de l'Empire romain, les peuples germains envahissent l'Europe de l'Ouest, et y compris la Grande-Bretagne,
les Angles, les Saxons, et ils chassent des Britons qui étaient donc ces Celtes de Grande-Bretagne, dont certains vont traverser la Manche pour s'installer en Bretagne et former ce noyau culturel en Bretagne. Maintenant, si on regarde aussi l'histoire de la Bretagne, il y a en fait deux Bretagnes, puisque la Bretagne en tant qu'État indépendant, c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge avec l'apparition d'un duché de Bretagne assez important et puissant dans la région. Mais dans ce duché de Bretagne, le pays est coupé en deux entre d'un côté cette Bretagne d'origine celtique à l'ouest et cette Bretagne romane de l'est avec les principales villes comme Rennes ou Nantes. Et assez vite, au Moyen-Âge, les élites bretonnes, les ducs notamment, vont abandonner la culture typiquement celtique pour adopter l'équivalent ou l'ancêtre du français comme langue, et ce, des siècles bien avant que la Bretagne ne soit rattachée à la France. Et donc cette culture typiquement celtique, ou ce reste de culture celtique, va être ensuite combattu ou marginalisé pendant véritablement des siècles, avant même d'ailleurs que la France n'annexe la Bretagne. Et c'est seulement à partir du XIXe siècle qu'il y aura un mouvement de réaction, un mouvement régionaliste, pour essayer de sauver et revivifier cette culture bretonne en défendant la langue qui a continué à évoluer mais qui est remise en place et redéveloppée à partir du XIXe siècle, et pour essayer de défendre cette identité régionale, même si elle s'est réduite ou transformée essentiellement en folklore. L'identité celtique, même si là aussi c'est avec toutes les limites qu'on a évoquées, parce que ces histoires d'identité régionale ou nationale reposent toujours aussi sur l'envie de s'attribuer, de faire sien un récit, une culture ancienne, avec toutes les limites que ça implique, mais reste également très vivace dans les îles britanniques, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande, sur l'île de Man, ou dans certaines régions d'Angleterre comme la Cornouaille, cette péninsule qui est au sud-ouest de la Grande-Bretagne. Et depuis une cinquantaine d'années, il y a même une forme de revival celtique autour de la musique folklorique, de l'art celtique et des langues d'origine celtique qui sont aussi des réinterprétations, mais qui sont aussi une forme de valorisation de ce patrimoine historique et culturel véritablement unique. Voilà, j'espère, comme toujours, que cette introduction vous aura intéressé, relaxé, et j'espère vous revoir bientôt pour une autre vidéo en français. Au revoir.